C'est à vous d'être resté parce que vous avez eu quand même des séances denses depuis ce matin. Alors, si vous voulez, je vais essayer d'introduire le sujet. Au fond, ensuite, je vais traiter pourquoi l'économie, dans sa littéralité même, a besoin de la littérature et des histoires. Je vais revenir sur mon dada de prédilection, qui est la finance de marché et la fiction, que j'ai pas mal développé dans L'Abeille et l'économiste. Et enfin, je vais revenir à Nouvelles Perspectives, Nouvelles Fables de l'économie. Alors, je ne parlerai pas de la représentation de l'économie dans la littérature, comme vous venez de le faire de façon très riche, parce que, d'abord, je n'ai pas les compétences ni l'immense savoir que vous avez eu. J'ai entendu des tas de choses que j'avais jamais lues et qui me donnent au contraire envie de les lire, mais je pense que mon regard, au contraire, va croiser le vôtre. Et va le croiser au sens, je vais parler de la littéralité de l'économie en son fondement. C'est-à-dire comment l'économie, dans son fondement même, repose sur quelque chose qui concerne hautement tous les gens qui s'intéressent au langage, à l'usage du langage, aux règles du langage, etc. À la fois au début de son histoire, comme récit, mais également ceux qui, dans la finance contemporaine et ses crises, donnent à voir autre chose de l'économie. Conclusion. Au fond, ce sera sur des perspectives nouvelles dans la construction d'un nouveau programme de recherche et l'installation de sa crédibilité, ce qui passe encore une fois par des récits. Alors pourquoi l'économie, dans sa littéralité même, a-t-elle besoin de la littérature et des histoires ? La fiction, comme vous le savez, c'est fingo, feindre. Ça semble tout à fait l'opposé de l'hypothèse de Newton, hypothesis non fingo. Je ne fais pas, je ne feins pas des hypothèses. Et donc, en apparence, ceux qui se réclament de la science ne se réclament pas du semblant, du feindre, dont l'artifice, l'art, consiste à devenir vrai, ou à paraître quasiment vrai. La fiction rompt la situation binaire du vrai ou du faux pour le « si c'est vrai, c'est faux » d'Henri Michaud. Elle sauve le semblant ou le phénomène, comme on apprend à le faire en classe de philosophie en terminale. Le nomos de tout savoir déterminant, au sens kantien, c'est-à-dire de ce qui prescrit à son objet en le construisant une loi, séduit le temps et apprivoise le futur en réduisant l'incertitude. Le nomos de l'oikos, et ça c'est vrai pour toutes les disciplines qui prétendent trouver des lois, ou un nomos, une norme. Mais le nomos de l'oikos, c'est-à-dire au fond le nomos de l'économie, vise à réduire l'incertitude, chez les Grecs, celle qui permet de dédier à l'osium, la scolè, c'est-à-dire le loisir, l'étude, l'exercitation, le temps libre, qui permet donc de se dédier à l'osium, à la scolè, et qui du coup est ce qui est pour les Grecs la condition même de l'exercice de la politique, sans lequel il ne saurait y en avoir. Cela peut mener à une autosuffisance idéale, dont la crématistique est l'auxiliaire. Cela peut mener aussi à l'accumulation de puissance avec l'émergence d'un personnage central de l'économie politique qui est l'État, et que souvent on passe sous silence quand on parle du marché ou qu'on cherche les prodromes du marché. Cet État, il peut être différent du prince chrétien. La conception chrétienne, comme vous le savez, est celle d'un univers emboîté où la cité des hommes doit être en parallèle à la cité de Dieu, pour reprendre saint Augustin. Et c'est précisément quand l'économie quitte à la fois la vision grecque aristotélicienne de la crématistique limitée à ce qui permet la participation des citoyens à la vie politique, et également l'idée du prince chrétien, c'est-à-dire que la recherche du bien commun et du bien collectif d'un État dépend au fond de la bonté du prince, et laquelle est fondée dans la cité de Dieu. C'est quand il y a une sécularisation et une globalisation, au fond, dans l'économie, qui se produit, au fond, une mutation, c'est-à-dire un envahissement de la sphère économique, à la fois à tous les niveaux. Si on pense à la colonisation d'anciens régimes, c'est à partir de 1500 l'étalement de la colonisation occidentale, et si on pense à la Renaissance, c'est la sécularisation
avec, au fond, le bien commun. L'aboutissement de tout ça va conduire au fait que le bien commun et le bien suprême d'Aristote va être remplacé par l'intérêt du plus grand nombre, c'est-à-dire Bentham et l'utilitarisme. Cette double mue ne peut se passer qu'à partir de récits ou de fables. Alors, depuis les fondements de l'économie politique, on assiste à un certain nombre de fables, de récits. Celui sur le stock, l'épargne, la consommation différée, le tribut, l'impôt, qui est complètement nécessaire au capital, c'est le récit biblique, c'est l'herméneutique du rêve des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Au fond, Joseph résout et réduit l'angoisse du pharaon en étalant dans le temps et en prônant comme remède l'accumulation par épargne sur des récoltes, la distribution ou consommation étalée. Ça, c'est la partie dont tout le monde se souvient. Il y en a une qui est plus désagréable, c'est que ce faisant, on a la constitution de l'État, je rappelle que État et Pharaon, c'est la même cartouche en hiéroglyphe, qui signifie l'expropriation, car la première année, l'État se contente de donner, de distribuer le blé, et éventuellement surtout ce qui va permettre de semer les récoltes, mais comme les catastrophes s'accumulent durant 7 ans, dès la 2e ou 3e année, il commence à prendre des hypothèques, et petit à petit, au bout du processus, l'État est devenu le propriétaire de l'ensemble de la terre d'Égypte, et il va instaurer un tribut qui va être une sorte de location de la terre. Donc il va avoir réussi à flanquer tout le monde en servitude, ce qui est un point très important de la constitution de l'État et de la dépendance économique. Travail, consommation, épargne, le travail abstrait et le trésor fiction. Vous avez les 2 célèbres fables de La Fontaine, La cigale et la fourmi, j'y insiste pas, c'est une ânerie que vont répétant continuellement les hommes politiques, c'est à peu près la seule fable de La Fontaine qu'ils ont apprise. En revanche, le laboureur et ses enfants est beaucoup plus intéressant, puisque vous savez que le mythe du trésor, on rejoint tout à fait ce qui avait été évoqué précédemment, le mythe du trésor, hein, l'idée qu'un trésor est caché dedans, ce qui est totalement faux, il n'y a pas de trésor, mais amène les enfants à labourer tellement le champ que du coup le rendement du champ monte. Donc on a bien que la valeur, c'est l'activité du travail abstrait, et le trésor fiction est un moyen d'y arriver. Enfin, le retour au texte biblique, avec la réforme comme examen du contenu, je ne parle pas de la forme qui viendra seulement un siècle plus tard avec l'exégèse, et le retour au texte biblique et à la prédestination augustinienne qui libère l'individu et le profit, je ne reviens pas là-dessus, c'est Max Weber. En revanche, la fable principale de l'économie politique, bien que l'économie politique apparaisse chez Montchrétien dès 1625 ou à peu près, je crois, je ne suis pas sûr de la date, mais c'est ça, je crois. Vous avez une chose fondamentale, c'est évidemment la fable de Mandeville, hein, on verra qu'on l'appelait Man-Devil, que l'Église l'a traité de Man-Devil, c'est-à-dire démon fait homme. C'est l'immanence absolue, c'est-à-dire ça achève le mouvement de la Renaissance de se débarrasser de l'empiré, l'équilibre involontaire, les vices privés, les vertus publiques. C'est un renversement de toute la cohérence, toute la cohésion de l'ordre médiéval qu'on lit jusqu'encore dans les tragédies de Shakespeare, à savoir que les vertus privées et celles du prince font les vertus publiques. Alors que là, ce que Mandeville défend, c'est que le vice privé, les vices privés, et d'autre part l'indifférence au prince, vont permettre une cohérence qui prend la place de Dieu ou de l'harmonie médiévale et qu'on va appeler successivement la main invisible, l'ordre naturel ou bien l'équilibre, qui est encore un mot global, un mot fétiche de l'analyse économique. De l'empathie, sympathie à l'échange d'égoïsme comparé, hein, c'est l'énorme chemin que fait Adam Smith entre son premier traité des sentiments moraux qui fait un flop retentissant et La richesse des nations, qui devient un best-seller extraordinaire. Et au fond, la phrase clé de tout ça, c'est « Je n'attends pas de la vertu de mon boulanger ou de mon boucher d'avoir tous les jours sur ma table du pain et de la viande, mais j'attends qu'il se comporte en égoïste, cherchant ses propres intérêts, car je sais que s'il est égoïste, alors je serai sûr d'avoir de la viande et du pain à ma table, alors qu'autrement, il se peut très bien que j'en ai pas, notamment s'il est un peu farfelu. Ça ne m'intéresse pas. Alors, dans l'échange inégal, si vous voulez, dans un échange inégal, que ce soit Dieu et la créature, ou les faibles
et les puissants, ou le nord et le sud, le profit remplace la grâce ou la justice pour dynamiser l'échange qui autrement ne serait qu'une suite d'équilibres intemporels, puisqu'il s'épuiserait une fois l'équilibre atteint, on ne saurait plus où aller. Donc il faut toujours qu'il y ait un déséquilibre qui soit reproduit. Ça s'appelle la dette, le crédit, sinon on est cuit. Et c'est une loi de l'échange qu'on retrouve y compris dans le potelage. Il y a un renversement intégral des valeurs. Alors je me suis amusé à prendre les 7 vices primordiaux ou capitaux, devenus des vertus utiles. L'orgueil, Lucifer, c'est l'hubris de la croissance. L'avarice, c'est l'accumulation de richesses recherchées pour elle-même. Je vous rappelle c'est Mammon, le veau d'or. C'est un des péchés ou vices, c'est la source de péchés majeurs. Et reprenons la phrase de Marx, l'accumulation, c'est la loi et les prophètes. L'envie, qui est la tristesse ressentie face à la possession par autrui d'un bien et la volonté de se l'approprier par tout moyen à tout prix, ce qui n'est pas la jalousie, et ce qui est l'emblème du Léviathan, la forme de démon que ça représente, c'est le Léviathan. C'est drôlement intéressant du point de vue du mot que donne Hobbes à son traité sur le Léviathan. C'est au fond le ressort de la consommation et de la propension marginale à consommer, avec 2 M, si vous prenez la théorie de l'omphalucie. C'est-à-dire, c'est le crochet qui va faire tenir la société, la cohésion sociale, sans avoir besoin de valeurs autres que celles du fonctionnement et du marché et des passions et de la libido sensiendi, c'est-à-dire du fait que on va vouloir consommer, jouir de choses qui sont au-dessus de ce qu'est son revenu. Et pour ça, on va regarder la classe qui est immédiatement supérieure. Donc on va s'accrocher, du point de vue des patterns de consommation, à la classe supérieure. La colère, Satan, c'est la valeur des crises comme purgation. Vous l'entendez souvent dans l'analyse du capitalisme dire que c'est formidable, les crises, c'est une bonne purge, il n'y a rien de meilleur. L'impureté ou la luxure, Asmodée, c'est la libido sensiendi. S'il n'y avait pas la libido sensiendi, vous avez qu'à la regarder dans les pubs tous les matins, la consommation piquerait du nez sérieusement. La gourmandise, c'est-à-dire ou la gloutonnerie, c'est le concept de dépense et sa valorisation symbolique, y compris lorsqu'elle est dans le concept de dépense ou blanchot ou dans l'extraordinaire excès. C'est-à-dire que là, l'excès de dépense, en fait, fait partie du système, si j'ose dire. C'est la contreface, mais c'est une... alors, curieusement, il y a un péché capital ou un vice capital qui échappe complètement, c'est-à-dire l'acédia, c'est-à-dire une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse, de dépression mentale, qui va être combattue, c'est-à-dire qui ne va pas être renversée dans son contraire, parce qu'elle va être pourchassée. Vous pouvez dire que c'est la seule vertu, c'est le seul péché capital que le capitalisme, sous sa version protestante ou sa version catholique ou orthodoxe, va maintenir. C'est-à-dire que le pire, c'est quand même la paresse qui est la mère de tous les vices. C'est même elle qui va être le système global. Alors, autre fable, la fable méthodologique de la science économique. Il faut comprendre que l'individualisme méthodologique, qui découpe l'autonomie, l'économie comme une sphère séparée, chose en quoi Polanyi voit le véritable ressort de la construction des fictions capitalistes, le marché du travail, le marché de la terre, etc., le marché du capital, c'est au fond un rôle performatif. C'est-à-dire qu'il s'agit, lorsque la fable de Robinson Crusoe n'est pas seulement un énoncé d'une hypothèse que je pose comme un lemme dans un système hypothético-déductif, du style « si ma grand-mère avait des roues, ce serait une bicyclette » est une inférence correcte, sur le plan logique, c'est évidemment une invitation à faire comme si. Et c'est ce que font tous les cours d'économie politique qui commencent, vous prenez le Samuelson, vous prenez les derniers manuels, on fait comme si. Et on envoie généreusement le paquet de tout le reste à la sociologie, la psychologie sociale, l'ethnologie, etc. Alors, évidemment, il faut, pour fonder une hypothèse aussi énorme que celle de Robinson Crusoe, quand on y réfléchit 2 fois, il faut évidemment un récit. Et il faut capter les gens dans un récit, parce qu'autrement, si vous leur annoncez ça de but en blanc, je me demande qui va accepter la chose. Donc un récit. Mais évidemment, pour que ces récits ne soient pas l'agonie de quelqu'un sur une île déserte
qui en général, je ne sais pas si les peuples ruraux n'ont pas d'histoire, mais je peux vous dire que les morts de faim sur des atolls déserts n'ont pas non plus de récit ni de grand-chose à raconter. Et c'est beaucoup moins drôle que Robinson Crusoe quand on retrouve leurs écrits. Donc il va falloir retourner, comme il est impossible de retourner à rien, eh bien il y a des stocks providentiels d'outils sur le bateau qui sont la seule chose qui n'a pas coulé et que Robinson va évidemment récupérer très vite, sans quoi il n'aurait pas de marteau, il n'aurait pas de clous, il n'aurait rien. Et cette chose, vous allez me dire, bon, c'est évidemment l'imagination fertile du littérateur, sauf que, quand on étudie très sérieusement le tableau économique de Quesnay, qui est quand même les tables de la loi de l'économie, on s'aperçoit qu'à côté de l'avance annuelle du tableau de Quesnay, qui permet d'expliquer tout le circuit, c'est-à-dire les 5 litres de sang initial dans le circuit, eh bien, il en manque 6 000. Il y a 5 milliards au début, ou 3, je ne me souviens plus, ou 6, mais il en manque quasiment autant, sans lequel le circuit ne fonctionne pas, et ça s'appelle l'avance primitive. Et vous avez effectivement, c'est comme l'avance primitive, en capital ou en savoir de notre bon Robinson. Évidemment, en plus, l'intrusion des rapports sociaux de force arrive dardard avec Vendredi, qui est l'autre indispensable pour lutter contre d'autres, plus autres encore, et qui est évidemment en plus assujetti, et qui retrouve la figure du maître et du domestique, du maître et de l'esclave, de tout ce que vous voulez. Alors, quelques moments ou des tropes très littéraires de l'économie. L'économie utilise en permanence... Alors vous allez me dire, elle a oublié le Robinson Crusoe, l'individualisme méthodologique, ça n'intéresse que les spécialistes de l'épistémologie et de l'histoire de la pensée économique, qui d'ailleurs n'est plus enseigné. Comme ça, on se passe de fondement, c'est plus simple. Mais vous allez me dire, mais au fond, ça n'a pas d'importance parce que ça ne joue plus aucun rôle. On le pose au début, puis on l'oublie. Qui se souvient des lemmes de la géométrie de Thalès, hein, qu'on a besoin de poser dès le début pour que le système tourne. Sauf que, en permanence, les économistes passent leur temps, quand ils analysent la consommation, la culture, les prix du blé, le cycle économique, ils passent leur temps à raisonner ceteris paribus sixtantibus, qui est véritablement le Purgare, Déindé et l'Axaré de Molière, c'est-à-dire, c'est la fable de Robinson Crusoe continuée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même dessin de la création continuée chez Descartes. Si on n'avait pas ce système dans lequel on arrive à raisonner en faisant abstraction de tout le reste, et que sur 10 variables qu'on étudie, on a la capacité extraordinaire, si vous y réfléchissez dans la vie, qui consiste à bloquer toutes les variables, sauf une, à la faire évoluer, à regarder comment évolue le système global, et puis après faire des tables de présence-absence de Bacon, ce qu'on faisait dans un laboratoire, mais ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, eh bien on n'y arriverait pas. Fiction de l'état de nature, même chose. Hobbes, Locke, pour le droit de propriété unifié sous la Bousus, au nord, et la terra nullius au sud. C'est-à-dire, je rappelle, l'adage de la terra nullius, c'est tout ce qui n'a pas de droit de propriété codifié est à tout le monde, à personne, ou éventuellement de façon éminente au roi, et ensuite au premier qui le prend, des Européens, à condition qu'ils respectent le traité de Tordesilles, à l'est le Portugal, à gauche l'Espagne. La métaphore et l'analogie de la création pour justifier la possession et la domination de la terre sur les animaux. Ça reste un élément absolument déterminant de la possession, de la maîtrise, de la vision technique. La techné comme horizon de la science et domination sur la terre et la différence spécifique, lourdement marquée, entre l'homme à l'image de Dieu et la res extensa des animaux, c'est évidemment quelque chose qui prend son fondement dans un récit qui est la Bible, hein, la création. L'ordre catalectique dont il a été question avant-hier, de Hayek, opposé au taxis, c'est-à-dire à l'ordre ordinaire de l'établissement d'un projet déjà constitué dans la tête et mis en œuvre de façon artisanale. Vous savez que Hayek oppose à ça l'ordre catalectique, qui est un ordre au fond spontané, d'autopoiesis et d'autopoiesis involontaire. Ça aussi, ça s'appuie, alors là, le Hayek s'appuie sur autre chose, il s'appuie sur le concept grec de cosmos, de ce qu'est le cosmos pour les Grecs. Enfin, des métaphores approximatives, ça j'en citerai beaucoup, c'est-à-dire que quand on va voir, vous prenez
le numéro du CNRS qui racontait comment Ramaconde, qui est le grand ponte des dérivés et qui a succédé à Madame Caroubi à Paris 6 pour diriger le laboratoire de statistiques financières, il vous explique qu'il a appris l'économie en rentrant à Polytechnique dans un cours où on commençait le cours en expliquant que les flux économiques, les mouvements des prix, étaient comme ceux des fluides de la physique. Vous voyez que c'est une métaphore, je dirais, un tout petit peu grossière et un réductionnisme délirant. Alors, l'économie n'arrive pas à se débarrasser de la croyance. Hein. Pour un savoir qui voulait être indépendant de la croyance, selon le programme kantien, bing, il retombe totalement sur la croyance. D'abord par une dissimulation de ses fondements naïfs, à partir de Karl Menger, de Jevons et de Walras, c'est-à-dire grosso modo entre 1870 et 1880, l'économie n'annonce même plus ses fondements sans récit. Elle les planque, elle les dissimule et elle remet de la terre dessus. C'est-à-dire les fondations sont toujours là, mais simplement on a mis du gazon devant, comme ça vous ne voyez pas les fondations ni le récit sur lequel elles reposent. Et évidemment, ça va se faire en proportion directe de la mathématisation qui, elle, est rigoureuse, et de la tenue à l'écart du langage, qui, lui, est trompeur. Donc la fiction devient, non pas les phénoménons platoniciens ou la vérité du paraître, mais ça devient carrément ce qu'on écarte d'une façon extrêmement positiviste, ou ce qu'on écarte, je dirais, d'une façon binaire, en disant c'est faux, ça n'a aucun énoncé, ça n'a aucune consistance. Je ne vais pas m'attendre là-dessus parce que c'est assez, j'allais dire, pitoyable de suivre tout ça. Heureusement, Marshall a échappé à ce travers. Mais vous avez quelqu'un qui a réintroduit terriblement la spéculation, c'est Keynes, dans son article décisif de 1935 sur l'incertitude comme radicalement différente du risque, alors que Knight avait montré que le risque, finalement, on peut le calculer. Eh bien, Keynes explique qu'au fond, tout ce à quoi nous avons affaire dans l'acte de la vie économique, comme politique, comme sociale, comme esthétique, c'est l'incertitude radicale, et que cette incertitude radicale, pour être traitée, est obligée de passer par la spéculation, le spéculum, et le mode de traitement de cette dernière, par la spéculation, c'est le concours de beauté. Alors je vous rappelle que le concours de beauté, auquel Keynes fait allusion, c'est pas on va décider, la revue Tartampion, Vogue, va attribuer le premier prix à la plus belle femme du monde, mais parce qu'il faudrait établir des canons, et que ces canons, on ne les a pas, et personne n'est d'accord si c'est Granac, ou si c'est la Vénus de Milo, ou si c'est les canons de Botticelli. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement récompenser la personne qui sera tombée le plus près de la totalité des réponses recueillies. C'est-à-dire la personne qui anticipe correctement quel va être le comportement de l'ensemble des participants au jeu. Ce qui nous élimine une transcendance, évidemment, de Dieu, machin, parce qu'on pourrait dire que la plus belle femme du monde est évidemment Ève. Je ne vais pas faire de la théologie pour vous le montrer, mais il est impossible d'y échapper. Ou alors c'est Vénus, puisque c'est la déesse de la beauté. Mais on peut dire que là, on va y échapper, tout simplement. On va échapper même à la transcendance de la norme ou du code, parce que la transcendance s'auto-pose dans l'effectuation de ce concours. Ce qui fait que ça donne quoi? Ça donne que l'économie est placée sous le régime des prophéties autoréalisatrices. On revient au performatif. C'est-à-dire que c'est le théorème des tâches solaires, vous avez des gens comme Orléans qui l'ont très bien montré. Si vous faites une hypothèse totalement stupide, et je dirais Lewis carrolienne, que les prix évoluent à la surface de la Terre en fonction des éruptions solaires à la surface du Soleil, ce qui n'a aucun, mais strictement aucun sens, eh bien il suffit que cette chose-là soit crue pour que vous commenciez à voir effectivement que les prix se comportent en suivant les éruptions de la tâche solaire. Ça s'appelle les prophéties autoréalisatrices. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes dans du complexe, de l'incertain, approché par des instruments incertains, qui est notre raison, qui est ultra limitée. Nous ne savons pas compter correctement, on a une mémoire de cochon,
Et enfin, on raisonne extrêmement, enfin, le plus souvent comme des pieds. Eh bien, quand on est dans ce cadre-là, de l'incertain, du complexe, de l'impossibilité de collecter toute l'information nécessaire à une prédiction déterminée, eh bien, on en vient automatiquement à la spéculation. Ce qui veut dire que l'objet même de l'économie, ça va être comment les gens spéculent-ils. Ce qui est évidemment tout à fait intéressant par rapport aux prétentions hors littérature, hors fiction, parce qu'évidemment, vous voyez bien que la spéculation a quelque chose de totalement fictionnel, d'arbitraire au départ. La finance, j'en viens à ma deuxième partie, la finance de marché contemporaine, la crise et la fiction littéraire. La nature de la finance, il faut comprendre que la finance ne s'occupe pas de profit. Ça, c'est les techniciens de surface que sont les comptables. La finance s'occupe de choses beaucoup plus nobles, qui sont les espérances de gain, c'est-à-dire un actif financier. C'est une ressource, enfin ce qu'on arrive à désigner comme ressource, parce que c'est susceptible de valoir un jour de l'argent ou d'en rapporter. Et il faut bien souligner, c'est susceptible de valoir un jour dans le futur, ce qui veut dire évidemment, ce qui introduit, on est en plein dans le cas que je vous posais précédemment, c'est-à-dire qu'on va être dans un problème de spéculation. Donc le financier, par métier, il spécule, il ne peut pas faire autrement que spéculer, et d'autre part, quel est son réflexe pour se protéger de ça? C'est de mutualiser le risque sur le futur. Alors ça commence avec le marché des tulipes, à propos des bulbes de tulipes sensibles au climat dans la tulipomania qui éclate au XVIIe siècle, et ça s'achève dans les produits dérivés de la bourse de Chicago qui sont ensuite étendus à l'ensemble des produits. La raison fondamentale de tout ça, enfin qu'il y a derrière, la façon dont on peut habiter le futur et se déterminer, c'est qu'on arrive à créer une vision du futur, une spéculation du futur qui permet de valider de la création du crédit et qui permet du coup de la création monétaire. Autrement dit, c'est parce que vous avez la ressource de créer de la monnaie, d'attribuer du crédit, d'accorder du crédit à des acteurs économiques, que vous avez une possibilité éventuelle de traiter le futur. Pour vous montrer l'importance que ça a pris, novembre 2008, vous avez tout à fait en bas à gauche, un peu moins de 150 millions de dollars par jour de commerce international et de PIB mondial, c'est pas l'ERCH. Et puis vous avez en haut, en jaune et en bleu, les produits dérivés, 3700 milliards. D'ailleurs, là, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi elle est décalée. Bon, mais enfin, ça ne fait rien. Et puis, de l'autre côté, 1500 milliards de spéculation sur les taux de change. Vous voyez la disproportion entre l'économie que certains appellent réelle, ce qui est grotesque, et l'économie, en réalité, globale, c'est-à-dire l'économie financière. L'économie dite réelle est un appendice de l'économie financière. Et elle est totalement entraînée et subordonnée dans ça, tout simplement pour des questions de risque. Là, vous avez les crédits attribués par toutes les banques commerciales dans le monde. Non, c'est les crédits, oui, c'est dans le monde, toutes les banques commerciales. Et vous voyez la croissance fantastique depuis 80, depuis 75. Et vous voyez que même la dernière crise dont on a fait grand cas ne nous a pas fait tomber très bas, c'est-à-dire que vous avez toujours autant de crédits des banques commerciales pour faire tourner la machine. Donc on est toujours dans une économie qui en fait spécule sur le futur. Et là vous avez les taux d'intérêt à 5 ans des bons du Trésor américain. Je vous rappelle que le Trésor américain est un emprunteur massif, que la dette américaine de l'État en bons du Trésor, il y a 700 milliards qui sont détenus par la Chine, il y en a autant par le Japon, donc il y a quelque chose comme plusieurs milliers de milliards qui se promènent dans le trilliard, on dit, qui se promènent dans le système monétaire, et globalement, dans les à peu près 60 000 milliards que les États doivent trouver par an pour boucler leur fin de mois et financer l'économie, eh bien vous avez à peu près une grande partie qui est représentée par ces bons du Trésor qui sont négociés, qui viennent à échéance chaque année,
Et c'est ces bons du Trésor qui ont fait chuter la Grèce, l'Irlande, etc., etc. L'obtenteur de crédit et celui qui lui accorde, le banquier ou le financier, agit sur la base d'une storytelling. Cette storytelling s'appelle un business plan, qui respecte certaines règles de grammaire et recourt à un vocabulaire donné. Et si vous n'utilisez pas ce vocabulaire donné, si vous ne respectez pas les règles de grammaire, eh bien, je peux vous dire que votre business plan, il finit à la poubelle. Donc c'est très clair, il y a une grammaire du récit, de la storytelling, du succès, qui est très importante dans la persuasion, la chose qui va persuader votre banquier de vous donner 100 000 euros ou enfin de vous les prêter. Puis cette histoire suit un déroulement, y compris dans le cas extrême d'une bulle spéculative, parce que même la bulle, c'est comme une tragédie classique, elle se forme, exposition, l'action se noue, et puis il y a à un moment donné la catastrophe, le renversement et la résolution, qui peut d'ailleurs conduire à la mort. Vous avez, elle suit un déroulement, et ce déroulement fait l'objet exactement, c'est les noteurs, les annoteurs du récit, c'est les agences de notation. Elles mettent des notes en marque, plus, AAA, AAA, B+, voilà, ou B-, etc. C dans cas de banqueroute. Cette histoire est nécessairement tournée vers le futur. Elle doit être vraisemblable et décente. Décente au sens ce qu'il importe de faire, des quêtes. Là, je vous ai pris un schéma pour vous montrer au fond pourquoi, si vous voulez, les gens d'habitude pensent qu'il y a la production, il y a le marketing, c'est-à-dire la vente, le marché, puis au-dessus, il y a la finance, qui est un espèce de truc global, un empire qui dirige tout. Sauf que si vous regardez comment ça marche, la finance est elle-même englobée par un truc beaucoup plus bizarre qui s'appelle les immatériels 2, qui sont les opinions et les valeurs perçues. Et les valeurs perçues sont telles que vous pouvez avoir la banque la plus fabuleuse du monde, qui a les fondamentaux les plus merveilleux, si tout le monde pense qu'elle est en faillite, elle devient en faillite. Prophétie autoréalisatrice. Donc si tout le monde pense que le nuage radioactif va tomber sur la Chine, va tourner sur la Chine parce qu'il va y avoir un renversement avec dépression, et que le nuage radioactif va irradier la production chinoise de blé, qui est de 120 millions de tonnes par an, qui est la plus élevée, eh bien vous aurez une pénurie de blé gigantesque. C'est pourquoi l'Office des blés allemand a commencé déjà à thésauriser, et que l'Office des blés français est en train de le faire. Donc vous voyez que les opinions et valeurs perçues, ça devient fondamental. Si le nucléaire, si Areva se casse la gueule, c'est parce qu'il y a quelque chose qui circule et qui dit maintenant dans l'opinion publique que vraiment les centrales nucléaires, on ne sait pas très bien où ça nous mène et que c'est dangereux. Donc il n'y a pas, c'est comme au poker, il n'y a pas de carré d'as qui gagne, c'est-à-dire le carré d'as de la finance peut se trouver renversé par une paire de 7. Donc ça c'est très important parce que sinon on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans la finance. Alors, l'évolution sur le storytelling, c'est une évolution qui est due en part à un changement des variables en cours d'exécution. Quand vous avez les taux d'intérêt, les taux de change, l'ensemble des paramètres qui changent à la fois, pas ceteris paribus, ixtantibus, eh bien, il est évident que vous avez des choses que vous jugiez impossibles. Si on avait dit à M. Paulson, exactement 48 heures avant qu'il se décide à une injection de 700 milliards de dollars, qu'il allait le faire, il vous aurait traité de fou. Pourtant, M. Bernanke, à un moment donné, a bien dit nous avons été à 2 heures de l'écroulement total du système, c'est-à-dire qu'aucune banque ne prête plus à aucune banque, les entreprises sont sans trésorerie, donc on se casse la gueule totalement. Vous voyez bien que ça, c'est un changement de paramètre. Quand M. Trichet a, contre tous les traités, et heureusement, fait du déficit supporté, enfin au sens anglais du terme, des actifs en livres sterling, libellés en livres sterling pour éviter que l'Angleterre se casse la figure, ce qui est beaucoup plus important que le Portugal, que l'Islande ou que la Grèce réunie, ou l'Espagne, eh bien il a fait, c'est un changement des paramètres qui soudainement fait bifurquer le récit dans une zone qui théoriquement n'apparaissait pas et qui va créer de nouvelles conditions de crédibilité avec les contraintes afférentes, parce que quand vous rentrez dans ce scénario-là, vous en reprenez pour 15 ans d'endettement, donc de contraintes spécifiques d'un autre récit qui va s'appeler les politiques de rigueur budgétaire, avec un autre paramètre, c'est qu'éventuellement, si toute la population dit non, eh bien c'est non. Voilà. Et c'est encore une question d'opinion
de gens, de rapports de force, etc. D'autre part, de l'évolution de l'acceptabilité avant le début du business plan du taux d'endettement au double niveau que, ça s'appelle les ratios de Bâle, hein. Donc ces ratios de Bâle génèrent des possibilités de récit ou excluent certains récits a priori, mais la réforme Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 change le récit possible. Eh bien c'est tout simplement quel est le coefficient de réserve, ça s'appelle le ratio de Cook, ça s'appelait le ratio de Cook, il a été changé, il s'appelle McDonough maintenant. Quel est le ratio que les banques doivent respecter dans les prêts, leurs engagements en prêt et leurs capitaux propres, leurs fonds propres, c'est-à-dire ce qui est liquidable immédiatement pour répondre à leurs dettes. C'était entre 5 et 9%, et maintenant, après Bâle 2, on a souhaité les élargir dans le sens de plus grande capacité des banques de prêter, puis avec Bâle 3 et la crise, c'est maintenant l'inverse, c'est-à-dire que les gnomes de Bâle, de Zurich, comme on les appelle, c'est-à-dire les gouverneurs des banques centrales de la planète, ont décidé qu'il fallait augmenter le taux de capitalisation des banques, et c'est ça qui va diriger le taux d'intérêt, éventuellement le profit possible de la banque, et surtout les conditions du crédit que peut vous accorder un banquier à vous, dernier emprunteur. L'exécution du plan et son accomplissement final fait l'objet d'une storytelling complète à la fin qui construit la recevabilité des innovations qu'elle a comportées et qu'elle génère. Alors, le retour sur la crise des subprimes, je ne vais pas la faire, je vais simplement, vous la connaissez toutes, je l'ai raconté 25 fois, le pouvoir de léviérisation de la finance qu'il faut comprendre, c'est combien la finance arrive à accorder de crédit. Et elle accordait, par rapport pour un de fonds propres, elle accordait avant 5 fois plus, voire 9 fois plus avec l'État, et avec la finance de marché, depuis grosso modo 1980, elle s'est mise à accorder de plus en plus pour arriver au très beau chiffre de 32 fois sa mise. Là, on retrouve des chiffres de casino. Et alors, comment comprendre ça ? Alors, les gens, évidemment, ce que j'appelle la vulgaire économie, et qui malheureusement fait des ravages très puissants dans l'opinion et dans la gauche, dit, mais c'est très simple, il y a des gros plutocrates, il y a des gens qui veulent s'en mettre plein les pattes, et qui construisent des trucs à la Madoff, hein, sachant qu'au fond, ce qui les intéresse, c'est le profit immédiat, et que, comme disait Louis XV, après moi le déluge. C'est un petit peu court, c'est comme la corruption. C'est un petit peu court comme explication, car le goût du lucre ou le fonctionnement intégralement dévoyé des institutions, ça ne tient pas compte d'une chose, c'est qu'il y a une mutation, une transformation réelle. C'est-à-dire, si vous voulez, comme la corruption dans les pays en voie de développement, elle est structurelle, elle est très puissante. Si vous arrivez avec un programme, Hercule, je vais nettoyer les écuries d'Augias, vous verrez que ça ne marche pas du tout. Les banques mondiales n'arrêtent pas de le faire. Pourquoi ? Parce que sur 100, mettons, millions de dollars, dans la corruption, un certain nombre de fonctionnaires, d'intermédiaires au passage, s'en mettent entre, 0,3% et 30% dans la poche, ce qui est considérable, mais on oublie de parler des 70%. Et les 70%, en fait, sont redistribués. Et c'est évidemment, tant que vous n'avez pas un welfare qui redistribue, c'est pas la peine que vous luttiez contre la corruption. Donc la meilleure lutte contre la corruption, c'est d'installer du welfare qui coupe l'herbe sous le pied à la crédibilité, à l'acceptation par les gens de la corruption. Alors, l'hypothèse donc, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe, et c'est ça qui m'entraîne. Alors, je résume ça sur l'endettement, parce que contrairement à ce que dit la droite, l'endettement est épouvantable, il faut tout arrêter, il faut couper le crédit, et contrairement à ce que dit la gauche, ces salopards de banquiers, il faut leur couper les couilles, ou à peu près, vous allez voir qu'en réalité, la question est un peu différente, c'est-à-dire que si vous prenez le fardeau de la dette, alors au début, si vous voulez, une situation à gauche, économie classique, endettement, allez, 10, 15, 20%, puis quand même une économie dite réelle, confortable. Accroissement de la dette, on est à 100%, donc là mon bonhomme il porte un fardeau qui est aussi gros que son PIB qui est au dénominateur. Là vous dites ça commence à clocher, le Japon est à 200, hein, et là il va passer avec Fukushima à 250, j'exclus pas 250, 300%. Encore une fois, c'est pas grave, Louis XVI était à 500% du PIB la veille de la Révolution et Charles Ier était à 400%.
la veille de la Révolution anglaise. Mais il est évident que si vous regardez le dénominateur, ce qu'on va voir, à savoir que probablement l'économie est beaucoup plus riche que ce que vous raconte le PIB, et que la richesse est beaucoup plus forte, la question de l'endettement n'est pas catastrophique. On va voir comment, et je vais essayer de vous le montrer après. Et au fond, pourquoi je dis que la richesse est plus forte et qu'il y a une masse cachée, c'est comme dans l'univers, eh bien c'est tout simplement parce que le capitalisme a changé de base. Alors, je vais traiter immatérialisation, immatériel 1 et 2, numérisation, interaction et interdépendance croissante, externalité, dispositif de captation des externalités, globalisation, Web 2.0. Immatérialisation croissante de l'économie, c'est qu'il y a un glissement du produit au capital intellectuel. Mais c'est extrêmement précis. Il ne s'agit pas de choses vagues, il s'agit de choses totalement démontrées. Le jour où vous avez quelqu'un qui est comme PSA et qui vous dit en 1985, 85% de la valeur de notre entreprise, ce sont sa main-d'œuvre, sont les compétences acquises, le réseau de ses fournisseurs, le réseau de ses clients et les savoirs maîtrisés, et les machines, on s'en tamponne le coquillard. Vous voyez bien que par rapport à la vieille loi d'accumulation, hein, la loi et les prophètes, on a un petit peu changé. Donc du produit vers le moyen de produire le produit, ça s'appelle les biens vers les services, du produit au procédé de production, du procédé de ça c'est les Allemands, du procédé de production au moyen de produire des procédés et du procédé aux procédures, ça c'est les Américains, c'est le rôle des cabinets de conseil juridique, des agences de notation, etc. Demandez-vous pourquoi toutes les agences de notation sont américaines. Des procédures, programmes à l'intelligence et à l'activité apprenante et connaissante. Alors, si vous admettez l'idée que la valeur des serviciels ou produiciels dépend de l'étendue de captation de l'intelligence en réseau qu'ils permettent, la valeur de la firme, de l'organisation de l'institution qui produit dépend de la captation des publics, opinion publique, public des amateurs, marché idiosyncratique. Des produits plateformes dont l'achèvement résulte de l'interaction ex-ante ou ex-post des produits intégrateurs. Et sachant qu'un produit ciel est au fond la combinaison de plus en plus indémêlable du hardware, de machines, du software, des logiciels et des bases de données, du wetware, c'est-à-dire de l'activité d'un cerveau vivant, et du netware des réseaux numériques. J'introduis une distinction fondamentale, immatériel 1, immatériel 2. Les gens qui étudient la connaissance savent qu'il y a connaissance implicite et connaissance explicite. Il y a connaissance contextualisée et connaissance codifiée. Vous pouvez regarder E égale MC2, c'est Bourré-Bourg, Amstramgram et Piquet-Pique et Collégramme, si vous n'avez pas fait de physique. C'est une comptine. Donc évidemment, ce qui va compter dans la connaissance, c'est l'apprentissage. Ce n'est pas le knowledge economy, c'est le learning economy. C'est la contextualisation, c'est la capacité de se servir des outils de façon innovante et pas bêtement. Immatériel 1, c'est le processus d'incorporation du cognitif et des savoirs à la production matérielle. Émission de droits de propriété sur des immatériels codifiés, le brevet, le droit d'auteur, les marques, ça c'est le capitalisme industriel. Immatériel 2, c'est le processus de subordination de la production matérielle à des dispositifs de captation de l'innovation. Et ces processus de subordination cherchent essentiellement à attraper ce que j'appellerais les immatériels de halo, ceux qui entourent véritablement. Donc, vous connaissez le proverbe chinois, l'imbécile, on lui montre la lune, on lui parle de la lune, il montre son doigt, parce que son doigt cache la lune. Mais fondamentalement, c'est la lune, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le halo autour de la lune. Et c'est le halo qui est beaucoup plus important. Vous avez qu'à prendre l'esthétique orientale, qui vous dira que c'est le halo qui est beaucoup plus intéressant que la codification explicite, même langagière des choses. Alors, là c'est un tableau, mais je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Savoir ce qu'on sait déjà, savoir faire ce qu'on sait déjà faire, savoir ce qu'on sait encore pas faire et savoir faire ce qu'on ne sait pas encore faire. Et si vous classez ça, les savoirs traditionnels, l'industriel pré-numérique, l'industriel outilier du numérique avec des immatériels 1 dominants et l'industriosité créative, numérique immatériel 2 dominant, vous apercevez que dans cette colonne, care, confiance, coopération, la déclôturation, les Creative Commons, enfin l'appartenance à des réseaux, à des milieux, beaucoup plus, à des écosystèmes, c'est ça là important. Alors, continent de la pollinisation, la société pollen.
je vais partir de la modélisation de l'interaction et, au fond, la nouvelle fable des abeilles. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté dans ma nouvelle fable des abeilles? Et je vais vous en donner en substance la teneur. Après, vous pouvez regarder la fable qui fait 300 vers, mais c'est la mise en... Bon, et là, je vais essayer d'être plus court. Soit un agriculteur qui habite un grand terrain, et au milieu, il a sur un hectare, sur une petite colline, une centaine de ruches qui sont détenues par un apiculteur. L'apiculteur va et vient, s'occupe de ses ruches tous les ans, etc. Il n'y a pas de problème. Et le rapport entre l'apiculteur et l'agriculteur sont excellents. Et il se traduit par un échange symbolique tous les ans de un petit peu de gnôle de calva et un petit peu de pot de gelée royale et de pot de miel. Bon, tout va très bien. Et puis l'agriculteur claque, et sa femme est forfait, sa fille aussi, son fils aîné, et puis finalement, la chose revient à quelqu'un qui a fait des brillantes études d'économie et de gestion à l'université Paris-IX-Dauphine. Et donc, il arrive, il reprend les comptes, il n'a jamais mis grand pied à la campagne, il prend les comptes, il regarde, et il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc là au milieu, qui me gêne, au milieu de la propriété, il y a ce machin, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un apiculteur. C'est un apiculteur, mais alors, ces abeilles, comment est-ce qu'elles font? Bah oui, elles butinent nos champs. Bon. Ah bon? Mais moi, ça va pas. Moi, mes intrants, je les paye tous. Mes semences, les terres que j'ai achetées, les pesticides, les engrais, etc. Moi, je paye mes intrants. Donc, on va voir ça, on va réviser ça. Il convoque l'apiculteur et lui dit, bonjour, cher ami, voilà, vous avez combien ça vous rapporte vos ruches par an? Alors l'autre, un peu gêné, finit par lui dire, c'est pas grand-chose, une quinzaine de milliers d'euros, quoi. Bon, bah écoutez, je vais vous proposer un contrat d'exclusivité de pollinisation, parce que vous êtes d'accord que vos abeilles, elles viennent sur mes champs, sur mes terres. Je vous propose un contrat d'exclusivité, vous serez le seul à avoir le droit d'avoir les abeilles, vos abeilles qui pollinisent dans mes champs, enfin qui viennent butiner dans mes champs, en échange de quoi vous me fournirez un tiers de votre récolte de miel, parce que c'est les intrants dont vous avez besoin. Sinon, je vous isole, hein, et vos abeilles, bah, vous verrez où elles peuvent butiner. Je vous flanque sous une cloche de verre. L'apiculteur moufte pas, et dit, très bien, passez-moi le contrat, on se voit demain pour discuter. Et le lendemain, il revient, et il dit, je suis tout à fait d'accord, on va comptabiliser effectivement bien la totalité des intrants, donc il est évident que mes abeilles vous doivent quelque chose pour ce que vous avez dit. Mais alors, je veux qu'on compte le travail de mes abeilles. Alors, comme mes abeilles, de toute façon, j'ai fait un petit calcul. Si vous voulez, il y en a pour 300 000 euros par an. Donc, si vous voulez, je vous donne cash, moi, les 10 000 euros. Vous pouvez prendre un crédit ou j'accepte des hypothèques sur la maison et sur les terres. Donc, voilà. Alors, le gestionnaire tout penaud lui dit, on ne pourrait pas revenir au contrat d'avant, ce serait mieux. Et c'est ce qui arrive, et finalement, ces externalités positives que sont la pollinisation ne sont pas comptabilisées dans le marché parce qu'elles sont hors de prix. Elles sont tellement hors de prix qu'elles en deviennent hors prix et sans prix. Alors, ça c'est évidemment, si vous voulez, la fable des abeilles. Bon, la sphère de la pollinisation, plus sérieusement, mais je suis sérieux parce que c'est un équilibre de Nash, hein, c'est ce que j'ai décrit. La sphère de la pollinisation, bah, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est, au fond, comme la corallisation dans les océans, c'est la valeur de la sphère de la pollinisation. Alors, pour savoir, il n'y a rien de mieux, on s'aperçoit toujours des choses quand elles meurent. Hein, on flanque l'art dans les musées quand il est en proie à un disease aigu, et là c'est le colony collapse disease, des maladies qui affectent les abeilles et qui est en train de les rayer de la carte. Ça, c'est l'extension du truc aux États-Unis en 2 ans, 2007, 2010, 2-3 ans. Et regardez qu'il y a pratiquement plus d'États, notamment dans le Nord-Ouest, qui ont le Tennessee, tout ça, l'Illinois, le Missouri, tout ça, c'est complètement envahi. Et puis les 2 taches blanches que vous avez, en plus il y a des abeilles tueuses qui ont été importées grâce aux Américains par le Brésil et qui sont en train de bouffer les abeilles normales. Donc si vous voulez, on va vers une situation catastrophique des abeilles. Alors, que font les abeilles? Non, je vais d'abord vous dire, vous passez sur l'évaluation de la mesure des externalités. 33% de la production agricole mondiale dépend de la pollinisation.
En 2010, il y avait 60 000 milliards de dollars US. Le produit agricole, c'était 4%, ça fait 2400 milliards. 33% de 2400 milliards, ça fait 790 milliards par an. Donc, or, par exemple, vous avez la production marchande de miel US, c'est 1 milliard de dollars US. La production marchande de miel à la surface de la Terre, c'est 1 milliard de dollars US à peu près. L'économie de pollinisation, alors je ne compte pas l'autoconsommation, l'économie de pollinisation par rapport à l'économie marchande et non marchande serait alors de 790 à 1. Avec le rôle de la pollinisation dans la nature sauvage, le ratio le plus restrictif est plus près de 1000 à 1. Donc c'est clair que de quoi se sont occupés les économistes de l'output? Ils se sont occupés de 1. Et qu'est-ce qui se passe réellement du point de vue de l'économie globale, de l'économie au sens de l'architecture globale de la production du vivant? C'est une sphère qui vaut 1000. Donc vous voyez que les économistes, c'est ce qui s'appelle voir les choses par le tout petit bout lilliputien de la lorgnette. Alors, ça, si vous voulez, je reviens à donc ça, comparaison avec la pollinisation, que font vraiment les abeilles? Oui, j'ai oublié de dire que ce soit Einstein qui l'ait dit ou pas, je pense que c'est lui en lisant Maeterlinck, La vie des abeilles, qui avait paru en 1905, qui a eu 23 rééditions jusqu'en 1922. Je pense que l'idée qui est assez soutenue, que si les abeilles disparaissent totalement, et maintenant aux États-Unis, c'est les bourdons qui disparaissent aussi, eh bien, nous avons 5 ans d'existence. Nous, comme animal à 2 pieds sans plumes, dans le biotope de la Terre, on a grosso modo 5 ans d'existence. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus grave que le réchauffement climatique, j'ai envie de dire. Le réchauffement climatique, c'est jamais que 300 millions de personnes qui seront balayées par les flots. Là, on est dans le domaine que c'est les 9 milliards de gens qui ne trouveront plus à bouffer. Donc c'est un peu plus sérieux. Donc, pourquoi je parle de la pollinisation des abeilles? Parce que l'interaction humaine en réseau numérique, ou pas d'ailleurs, est un équivalent de la pollinisation. C'est ce que des gens comme Virno et Marazzi appellent le tournant linguistique de l'économie politique. Ça définit l'activité comme beaucoup plus large que ce que la société actuellement considère comme du travail à travers la convention dite d'emploi. Par parenthèse, la forme majeure d'interaction dans des sociétés modernes s'appelle la culture. La culture sous toutes ses formes. C'est elle qui amplifie l'éducation, la culture, c'est elle qui amplifie, par l'usage du langage, l'interaction humaine. Donc l'activité productive, si vous voulez, peut être définie désormais comme la coopération des cerveaux travaillant sur des ordinateurs en réseau et produisant des connaissances nouvelles à partir de connaissances, du vivant à partir du vivant. Et donc c'est évidemment une vision beaucoup plus élargie de la production. Alors, le capitalisme cognitif, c'est un programme de recherche, c'est l'idée de refondre l'ensemble des concepts, c'est-à-dire de dire que l'ère ouverte par Monchrétien est fermée en 1975, il faut prendre l'ensemble des concepts de l'économie politique, les refondre complètement et surtout arrêter d'enseigner des conneries à l'instar de ce qui se fait dans tous les cours d'économie. J'ai pris Paris 9 Dauphine, mais je peux globaliser largement à l'échelle de la planète, et probablement dans cette université ITU. Quelques traductions contemporaines, bon ça je vous l'ai déjà dit. Alors, pollinisation humaine, les externalités positives et négatives sont déterminantes, c'est ce que j'appelle l'iceberg des externalités, et au fond, vous vous apercevez que le capitalisme cognitif, c'est la captation des externalités positives, d'une partie des externalités positives. Oh, 10% ça suffit, parce que 10%, si vous voulez, de 1000, ça fait 100. Et si vous étiez à 1, vous voyez que se balader sur la sphère de la pollinisation en se contentant de prélever de façon prédatrice ou plus astucieuse par séduction 10%, ça vous amène à 100, ce qui est 100 fois mieux que le rendement classique de l'économie industrielle. Alors le périmètre, c'est la croissance soutenable, l'acceptation sociale, l'économie des réseaux numériques, les produits dérivés de la finance, les phénomènes de longue traîne, les modèles C2C, le marketing viral, les nouveaux médias, les prosumers ou consommateurs, etc. Donc le capitalisme, comme design capitalisme, tente à s'approprier une partie des externalités positives de réseaux produites par l'interaction humaine, par exemple les click workers, mais aussi la singularisation, l'individualisation de chacun. Autrement dit, la bibliothèque. Quand vous prenez une bibliothèque, elle peut valoir, c'est un point important parce que c'est le point qu'avait pris Gabriel Tarde à propos pour discuter la théorie de la valeur de Marx.
Vous pouvez considérer que la bibliothèque, c'est les étagères qui la constituent. Ça, c'est la version primate de la chose. Version un peu plus développée, c'est les livres qui sont dedans au sens du prix du papier, de l'imprimerie, du travail incorporé de ceux qui ont fabriqué le livre. Ça, c'est la version 19e siècle caricaturale. Puis vous pouvez considérer que c'est les connaissances qui sont accumulées dedans, sanctionnées par le fait qu'un livre vaut le nombre de personnes qui le lisent. C'est la théorie, grosso modo, de l'utilité qui s'est développée à partir de 1870. Mais il y a une valeur beaucoup plus intéressante maintenant qu'exploite Apple et que vous avez quand, par exemple, la collection d'objets d'art africains d'André Breton est dispersée par la vente. Beaucoup de gens vous disent que cette collection a une valeur comme tout. C'est-à-dire que c'est la collection elle-même qui reflète la singularité des choix d'André Breton qui a un intérêt. Quand on achète les billets d'un des artistes qui nous a présenté son estampillage, il est clair que ce n'est pas le billet lui-même qu'on achète. Ce qu'on achète, c'est au fond quelque chose qui traduit la singularité de ce parcours et de ce processus de l'artiste. Bon. Autrement dit, qu'est-ce que fait Apple en vous proposant iBook sur un iPhone ou un iPad, je m'en fous? Il vous propose de constituer votre bibliothèque, de la montrer à chacun, d'en faire une valeur et de dire, vous voyez, ma collection de morceaux de musique, ma collection de livres, le choix singulier que j'ai fait, c'est ça qui a de la valeur pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Capitalisme cognitif est une forme d'accumulation de moyens matériels et organisationnels qui capture par les dispositifs numériques de type Web 2.0 une partie des externalités positives résultant de l'activité de pollinisation de la multitude humaine et vivante. Alors, conclusion. Si je dis que les métaphores d'aujourd'hui sont les vérités de demain, admirable phrase de Nietzsche que j'ai prise, que je ne connaissais pas avant, et que je trouve... Non. Le problème, c'est de passer de la fable de Mandeville à une nouvelle fable, la fable des abeilles. L'ambiguïté du capitalisme cognitif, c'est qu'il a besoin de la pollinisation et de son organisation pour détourner une petite partie du continent de la pollinisation. Autrement dit, il est contraint de s'appuyer sur l'économie de contribution. Dans une note envoyée à l'ensemble des personnels, Stephen Elop reconnaît qu'Apple et Google, c'est le PDG de Nokia, ont pris au dépourvu le monde des mobiles en adaptant une logique d'innovation qu'il décrit ainsi. La guerre des produits est devenue une bataille entre écosystèmes. Ceci inclut non seulement les matériels et logiciels, mais aussi les développeurs, les applications, le commerce en ligne, la publicité, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les services liés à la localisation, l'unification des communications et bien d'autres choses. Nos concurrents ne nous prennent pas nos parts de marché avec des produits, mais avec tout un écosystème. Donc, si vous voulez, je dirais que les plis du monde ou les nappes de charriage font apparaître sur les massifs hercyniens usés du socle du capitalisme industriel de nouveaux plissements, des plissements massifs, des plissements de massifs alpins, rocheux, himalayens, avec 4 forces à l'œuvre dans cette espèce de tectonique des plaques. L'immatérialisation de la production, la puissance du numérique, le déplacement sur des immatériels d'eux et sur l'intelligence collective comme étalon de valeur, le saut qualitatif du déplacement sur la sphère de la pollinisation, le produit ou service marchandisable par excellence, et marchandisable par excellence si et seulement si il devient un instrument de singularisation adossé à une économie de contribution. Évidemment, la raison pour laquelle le capitalisme cognitif subit l'attraction de l'art et de l'académie comme mode d'évaluation et d'incitation à la coopération, c'est ça. C'est pas seulement la précarisation. C'est évidemment que dans la singularisation, qu'est-ce que vous avez déjà dans l'art? C'est la singularisation que vous proposez comme d'abord capable de susciter le désir et deuxièmement éventuellement capable de faire sortir aux gens du fric pour payer un spectacle de théâtre, comme ça a été excellemment montré avant, ou acheter un tableau ou acheter une trace de tableau. La pollinisation est un préalable à la marchandisation. Donc le développement amont d'une économie de contribution, au lieu d'une économie d'échange, est une condition même de développement. Ce qui fait qu'on a 2 volets opposés, c'est les contradictions actuelles. D'un côté, le développement de l'économie de contribution qui déterritorialise, rend commun, ouvert gratuit des espaces de pollinisation. De l'autre, un espace de réencodage qui ramène les immatériels au byproduct de produits
liés à ces immatériels, mouvements de patrimonialisation, de réinscription dans le chausisme hyper-industriel ou néo-industriel, et mouvements de réduction des immatériels 2 à des immatériels 1 par le renforcement des droits de propriété intellectuelle, leurs mesures d'exécution et la façon dont on embête tout le monde avec une excelisation du monde, c'est-à-dire remplir des tableaux Excel à longueur de journée. Ce processus d'ensemble est soumis à de violentes tensions que je nomme avec James Boyce et d'autres la guerre des nouvelles clôtures. C'est le terrain de l'accumulation primitive du capitalisme cognitif, les biens information ou biens connaissances, les immatériels 2, et l'accès lui-même à l'Internet et aux bases de données constituent les principaux champs de bataille. C'est une série de batailles très complexes car le capitalisme cognitif y est aux prises avec pour allier le mouvement open source et celui de la free culture dans une guerre déclarée contre les industries culturelles de la réaction patrimoniale, voire Google contre la censure étatique et Microsoft qui, jusqu'à peu, ne concevait pas de business model sans produits à vendre ou voir les réseaux sociaux. Donc, mais en même temps, le capitalisme cognitif, en tant que design capitalisme, est en guerre larvée contre les multitudes de l'intelligence collective et de l'économie de contribution sur la question de la protection, notamment de la vie privée. Alors là, c'est le schéma, j'ai pas le temps parce que je ne peux pas le passer sur l'économie de contribution, mais si vous voulez, grosso modo, vous prenez avant, et dans les interventions sur l'économie du don et de l'échange, les gens étaient tous dans économie marchande à gauche, économie du don et contre-don à droite, au milieu l'économie publique, et on est sur cet axe-là. Si vous introduisez un axe qui est pollinisation en haut, prédation en bas, qui est un axe écologique fondamental, eh bien vous allez pouvoir voir que le capitalisme industriel se situe grosso modo dans le triangle sud-ouest, que l'économie informelle se baladait là, au milieu en dessous, que le capitalisme cognitif se place à gauche, et que enfin, ce que j'appelle l'économie ou les biznomics, l'économie des nouveaux biens communs, sociaux et solidaires se place. Et mes lignes, si vous voulez, mes parallèles, ma parallèle en pointillé, c'est complètement à gauche les immatériels 2, les immatériels 1 au milieu, c'est-à-dire la codification, et complètement à droite, et complètement à gauche de l'autre côté, les marchandises classiques. Alors, ça je passe, tout ça c'est des transformations classiques de la fonction de production. Ce que c'était qu'une entreprise avant et ce qu'elle devient dans le classement en bas, c'est-à-dire qu'elle devient poreuse. Ce que c'est que les fonctions de production avec les inputs où il faut tenir en compte les externalités positives et les externalités négatives. Les territoires productifs qui sont des territoires apprenants et intelligents. Donc, nouvelle littératie du capitalisme cognitif, et j'ai pratiquement fini. Évidemment, ce qu'il ne faut pas marchandiser, ce qui est sans prix, hors de prix, et rester un équilibre de Nash, c'est ce que j'ai fait avec la fable des abeilles. La marchandisation ou protection de l'écosystème, est-ce qu'on doit marchandiser les externalités positives et réduire les externalités négatives en introduisant le coût dans le marché, ou protéger un écosystème, notamment l'écosystème de la pollinisation cognitive et de la biosphère? C'est évidemment ce qui est en cours, enfin c'est le débat actuel. Et je ferai un excursus final sur la modélisation mathématique de la finance de marché. Non, je ne vais pas le faire, c'est trop compliqué. Abécédaire, la valeur, c'est-à-dire la valeur économique, puisqu'on a parlé valeur, structure, les valeurs, etc. La valeur, c'est l'incorporation des immatériels 2 dans les produits, services et processus vitaux et cognitifs. Les structures, entreprises, entrepreneurs et territoires, ils ont changé, je vous l'ai montré. Les valeurs, c'est l'interaction et le primat de la relation sur l'identité. Le complexe et les nouvelles techniques de modélisation, c'est une cartographie logique du flou, c'est de la logique non binaire. Le travail, c'est la coopération des cerveaux en réseau. Le langage, c'est l'instrument privilégié du traitement du complexe, d'où l'importance, effectivement, de la littératie. Et voilà le tableau. L'orgueil, l'hubris de la croissance, face à l'hubris de la croissance, vous avez l'inconditionnalité de la préservation de la biosphère. C'est un inconditionnel, maintenant. Face à la loi d'accumulation, vous avez la décumulation, les théories de la décroissance matérielle, la priorité de l'accès et de l'usage sur la bousous, c'est-à-dire les droits de propriété classiques et la location, les connaissances ouvertes. L'envie, vous avez la critique de la consommation par l'excès ou la transformation des comportements. J'entends que la critique de la consommation par l'excès, ça a été souligné de façon, c'est la parodie, mais l'excès, la transformation des comportements, économie d'énergie, minimisation de l'empreinte écologique. La colère, c'est la stabilisation, la régulation des marchés par une taxe sur toutes les transactions financières. L'impureté, c'est à la libido siendi, il y a la libido ludendi et la libido siendi. La gourmandise, c'est la sobriété, la minceur. La paresse, alors la paresse, c'est intéressant. C'est pas on ne revient pas à la forme de dépression due au relâchement de l'ascèse.
on est plutôt dans une théorie des passions joyeuses, du conatus, de l'agency and l'empowerment des agents, associé à une décentralisation, multitude versus peuple, activité versus travail. Voilà.